Bonjour aux gens de Saint-Ignace de Loyola et bienvenue à la présentation du projet de la salle communautaire de Saint-Ignace de Loyola. Pour commencer, comme vous allez voir, on a un petit stade du jour. Au point 1, on va parler des plans préliminaires d'évaluation des coûts de l'architecte François Dussault, présenté au référendum de novembre 2020. En 2, on va faire le dévoilement des nouveaux plans de la firme d'architecte DG3A. 3, on va voir l'échéancier réalisé. En 4, on va voir les informations financières et le budget. En 5, on va avoir la subvention programme Nouveaux Horizons pour les aînés. On va vous entretenir là-dessus. Et en 6, c'est les démarches à venir. On va commencer tout de suite avec le premier plan que M. Dussault a fait. Vous savez qu'en novembre 2020, quand on vous a présenté les plans que M. Dussault avait fait, on avait présenté ça à l'Église. Puis, à ce moment-là, il y a beaucoup de citoyens qui avaient des commentaires négatifs. On a tout pris en note de ce que vous aviez dit. Puis en même temps, lorsqu'on était en appel d'offres pour l'architecte, c'est la firme DG3A qui a eu le contrat. Donc, à ce moment-là, on a demandé une rencontre. La première rencontre de chantier qu'on a faite avec DG3A, et d'ailleurs, tous les conseillers étaient présents. Puis lorsqu'on a donné ce qu'on voulait à DG3A, qu'est-ce qu'on voulait que la salle communautaire ressemble. On leur a dit qu'on aimerait ça qui garde l'architecture qu'on a ici à Saint-Ignace. À un moment donné, ils sont revenus ici et ils nous ont montré des photos, qui avaient pris des photos des maisons de Saint-Ignace. Et à ce moment-là, on leur a dit c'est ça qu'on veut. On veut regarder vraiment l'architecture de Saint-Ignace de Loyola. À ce moment-ci, on va vous présenter la nouvelle bâtisse que DG3A nous a fait. Juste un instant, M. Ledard, on essaie juste quel PowerPoint. Je vais juste suivre OK. Ça va là, on va ajuster les choses. Non, mais ici, c'est ici. C'est en bas, tu connais la non, c'est parce que là, on voit l'autre, puis là, OK. Voilà. Je vais pas changer, moi je pense pas. On est rendu à vous présenter la nouvelle bâtisse que DG3A a fait. Comme vous allez remarquer, sur la diapositive suivante, on a 3 photos, différentes directions. Mais remarquez que DG3A a tenu compte de ce qu'on a demandé. Parce que on a 3 maisonnettes. 3 maisonnettes avec des couvertures à 2 versants, typiques de Saint-Ignace de Loyola. Remarquez toutes les maisons, la majorité, c'est toutes des maisons sur 2 versants. Puis aussi, ce qui représente les 3 maisonnettes, d'après moi, c'est avant l'île était divisée en 3. Vous savez, Alençon était dans l'ouest de l'île, on avait Saint-Ignace qui était au centre, puis l'île Madame était à l'est. C'est un petit peu ça qui représente nos trois petites maisonnettes. Et à ce moment-ci, j'aimerais demander à M. Fortier, l'ingénieur de DG3A, à vous parler un petit peu de la bâtisse, c'est quoi, puis quels matériaux qu'on va avoir à utiliser. Je demanderai à M. Fortier de prendre la parole. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Je me présente, Steve Fortier, architecte chez DG3A. On a eu le plaisir de travailler avec la municipalité justement pour élaborer des plans pour une base de programme qui était déjà définie par nos architectes. On a retravaillé le concept extérieur majoritairement en fonction des commentaires que la municipalité nous a donnés. Effectivement, vous avez très bien défini au départ
Le centre, ça illustre le local de l'infirmière avec plusieurs services sanitaires pour la grande salle. Donc, le centre, lui, on le représente avec un clin de bois horizontal de couleur blanc. Tout en conservant des proportions typiques des maisons, soit qu'on voit souvent à soit on peut très bien parler avec une fenêtre, des alignements très bien précis. Du côté gauche, la troisième résidence donne davantage de services et fonctionnels pour la grande salle. C'est là pourquoi on ne pourrait pas le marquer avec des spatules ou des fenêtres. Et ce revêtement-là, c'est un parc visuel qui est aussi bien plat. Le tout, c'est des revêtements qui sont très plats dans le temps, qui était primordial pour nous. Et on voit aussi que des touches un petit peu plus chaleureuses, soit un bois de couleur plus naturelle, qu'on vient reprendre dans les soffits des bâtiments, et aussi à l'intérieur, au plafond. On voit ce même bois chaleureux, juste pour ajouter une petite touche là, qui est moins monochrome au bâtiment. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Non, parfait. Donc, le côté monochrome, pour nous, était très intéressant à illustrer sur ce terrain. Et l'implantation est vraiment prise en compte quand on regarde l'église actuellement. Le bâtiment proposé est aligné parfaitement avec les mêmes proportions que l'église, afin de suivre la courbe aussi là, de la rue, ce qui vient créer un espace, on peut le voir davantage dans l'image du milieu, un espace de place publique, place faite publique, qui fait vraiment le lien avec l'intérieur du bâtiment et toute sa population. Donc, ça crée vraiment une belle visibilité là, malgré ce recul de la rue. Au niveau de la matérialité, si on l'avait couvert, les volumes sont très clairs. Ils sont revêtus de tôle, comme un toit de tôle qui tire vraiment de la typologie locale. Et les murs de chaque côté viennent reprendre cette tôle aussi pour vraiment former une coquille. Donc, pour récapituler, l'hôtel de ville, c'est ce qui peut à droite, le centre, beaucoup plus les centres communautaires, avec la grande salle vitrée d'un bord à l'autre, et du côté gauche, un côté plus fonctionnel. Merci. Je pour retourner la parole. Bon, ben, merci beaucoup, M. Fortier et Everett. On vous remercie pour les explications. Maintenant, nous allons continuer avec l'intérieur, vu. C'est comme si on avait coupé la voiture en deux pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, sur le côté du pavillon municipal, vous allez remarquer, on commence avec la réception, on a les bureaux, on a aussi la salle de conférence, on va avoir la voûte, il va y avoir un bureau dérosé, puis il va y avoir les bureaux de rencontre. Le bureau de rencontre, c'est si jamais un citoyen veut rencontrer soit le maire ou un des conseillers ou la DG, il est fort probable que ces rencontres-là vont se faire dans ce petit bureau, dans ce bureau-là. Ça va être un plus pour la municipalité d'avoir un bureau pour que tout le monde entende ce que la personne va vouloir demander soit au maire ou à un des conseillers. Moi aussi, pour l'explication que je veux dire, c'est que là, si un citoyen demande une rencontre avec moi, c'est sûr et certain que je vais tout être accompagné d'un des conseillers, si possible le conseiller du district ou de la DG, parce que depuis, je dirais, 8-10 ans, là, je ne rencontre plus personne seul à seul. Donc, j'ai tout le temps quelqu'un avec moi, parce que ce qu'on va dire, c'est le conseiller qui va être là, il va être témoin de ce qu'on dit. Si vous voulez, puis à côté des bureaux, entre le pavillon communautaire et le pavillon administratif ou municipal,
vous allez avoir le hall d'entrée. C'est là qu'on va avoir le hall d'entrée. Puis pour le pavillon communautaire, vous remarquerez, on a une salle pour les organismes. La salle des organismes, il y a une entrée extérieure. Ça va servir aussi, ça va servir pour tous les organismes, mais aussi pour les fermières. Parce que quand ils vont vouloir être ici, ils vont vouloir aller dans cette section-là. On a un vestiaire pour les salles, on a les toilettes des hommes et des femmes, on a une salle mécanique. Puis aussi, à l'arrière, il va y avoir une toilette qui va accès par l'extérieur. Ça, c'est pour ceux qui font du vélo, ou peu importe, qui viennent se stationner dans le stationnement on dit de l'église, là, ça va être la salle communautaire. Ils vont pouvoir aller aux toilettes, soit avant ou après qu'ils aient fait leur randonnée. La porte va être ouverte, donc ils vont pouvoir aller aux toilettes. De l'autre côté, on a une salle mécanique. On a aussi 2 salles de rangement qui vont servir à ranger probablement nos tables et les chaises, et peut-être plus. Puis on a 2 salles de traiteurs. Si jamais on a les 2 salles qui sont louées, comme vous le voyez sur le chose, on a une salle de 400, mais indivisible en une salle de 150, puis l'autre salle de 250. Donc, si les 2 salles sont louées, chaque traiteur va avoir sa place pour pouvoir vraiment servir les repas qu'il va avoir à faire. Et maintenant, on va passer aux échéanciers. Attendez, il y a M. Laforêt qui va avoir une question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit tantôt? Okay. M. Laforêt, comme mentionné dans le chat, les questions vont être à la fin et on va pouvoir les poser dans le chat. Et merci. Les échéanciers. Vous avez commandé. En novembre 2020, on a fait une consultation populaire, puis à 77,5% de la population, elle nous a dit qu'elle était en faveur du projet qu'on voulait faire. En février 2021, on a donné le contrat à l'architecte, la firme DG3, puis aussi on a fait une étude préconceptuelle. C'est là qu'on a demandé à l'architecte de respecter l'architecture de Saint-Ignace, puis aussi, on lui avait dit qu'avant que l'île était divisée en 3, donc ils ont tenu compte de ça. On a trouvé que c'était une très bonne idée. En avril 2021, on a fait le relevé topographique. En juin 2021, il y a eu l'archéologie. Ça, en octobre 2021, là, on a fait l'inventaire des biens à conserver et préserver. Ça, à l'heure actuelle, ce que la municipalité veut garder vraiment, c'est les 3 cloches. On veut garder aussi la plaque qui est sur le côté, quand vous montez sur le côté du stationnement, quand on monte, il y a une plaque 1959, si on veut la garder. Aussi, juste au-dessus des portes, sur le pignon du chaud de l'église, il y a un petit coq, là. Ça aussi, on veut le garder en souvenir. Et aussi, bien, à ce moment-là, on a reçu les plans et devis à 50%. Ensuite, en novembre 2021, il y avait une prise d'échantillon pour la peinture. Puis en décembre 2021, les architectes nous ont livré les plans à 90%. Maintenant, on va passer aux informations financières, et je vais laisser la parole à Mme Messier qui va vous expliquer les tableaux qu'elle-même elle a concoctés. Mme Messier, à vous la parole. Oui. Donc, l'évolution des coûts du projet. C'est sûr que ce n'est pas une surprise que les coûts ont augmenté. À partir du moment que la première rencontre qui a eu lieu citoyenne à l'Église, le 30 septembre 2020, les coûts du projet étaient de 2 960 000. On a eu par la suite une mise à jour des prix par la firme d'architectes et d'ingénieurs au 30 août au montant de 5 103 000. Là, vous voyez à gauche qu'il y a un 17 d'inscrits. Le 17 ce que ça signifie, c'est le coût des matériaux. Additionné avec le 10 qui est les frais d'administration et de profit pour l'entrepreneur, avec un 7 d'imprévu ou de contingence. Additionné avec un 50 de TVQ. Puisque l'autre 50 de TVQ, la TPS, elle nous est remboursée. Donc, pour nous, pour savoir dans le fond le coût du projet, autant pour le RECIM, la subvention qu'on est admissible, c'est la façon qu'eux calculent le projet. Donc, au mois d'août, on était rendu, c'était estimé à 5 103 000. Au mois d'octobre, lors des dépôts des plans à 50 le montant était rendu à 5 523. Évidemment, vous voyez l'évolution des coûts, mais ça va aussi avec l'évolution du projet où est-ce qu'on définit davantage nos besoins et les prix sont plus à jour et plus équilibrés par rapport au marché. Évidemment, oui, on vit avec la COVID, avec la hausse des matériaux, on en subit les conséquences.
On a eu tout dernièrement un autre dépôt de plans à 90 des plans et des coûts estimés le 21 décembre. J'ai fait deux hypothèses. Une hypothèse toujours avec mon 17 et la deuxième hypothèse à 25 L'architecte et les ingénieurs, eux, y mettent 25 Donc, c'est le 10 d'administration, comme je vous ai parlé, sauf qu'au lieu de mettre 7 eux d'imprévus, ils en mettent 15 Généralement, à ce temps-ci de l'année, puisqu'on est prêt de déposer l'appel d'offres, les prix, généralement, sont équilibrés puis on diminue la contingente. Mais avec le marché qui est toujours incertain, il était comme plus de maintenir le 25 pour avoir plus une idée par rapport au marché et qu'on se rapproche plus des prix réels quand on va ouvrir l'enveloppe les prix au mois de mars. Donc, on varie, dans le fond, vous allez voir que les projections sont faites en fonction soit du 6 millions ou du 6 418 000. Évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le coût à la municipalité. Le projet, comme je vous ai dit, c'était dans les 6 millions, donc la part de la municipalité. Quand on vous a rencontré au mois de septembre, la part de la municipalité était de 1 224 000. On a fait l'évolution des coûts de la part de la municipalité. Au 31 août, elle est arrivée à 1 824 000. Au mois d'octobre, 2 244 000. Il y a une différence ici. Et au 21 décembre, 2 721 000. Et encore là, comme je dis, les deux projections. Une à 17 et l'autre à 25 de 3 140 000. À ce moment-ci, c'est sûr que c'est important de faire le calcul, la répartition des coûts du projet. Autant, on a fait les deux scénarios possibles. Alors, dans le premier scénario, avec le 17 de contingente, le coût du projet est de 6 millions. La subvention du RECIM, quand on vous a rencontré, on vous a parlé, c'était 60 du projet. Par contre, c'est 60 ou maximum 3 millions. Lorsqu'on vous a rencontré, on n'avait pas atteint le 3 millions, donc c'est pour ça qu'on parlait du 60 Maintenant qu'on a atteint le 3 millions, bien, la subvention, c'est le maximum qu'ils sont prêts à allouer. Donc, du 6 millions, on déduit le 3 millions. La TEC, on est capable d'aller chercher un 278 000 $, on déduit ce montant-là, ce qui fait en sorte que notre part de la municipalité est 2 721 000 $. Donc, la part de la municipalité est environ 45 le RECIM 50 et la TEC 5 Si on prend la deuxième hypothèse, avec la contingente à 25 le projet pourrait coûter 6 418 000 on déduit le 3 millions du RECIM, on déduit la TEC, donc la part de la municipalité pourrait être de 3 140 000 Évidemment, la part de la municipalité a augmenté, donc on est plus à 45 000 à 49 et la subvention du RECIM, elle a diminué en contrepartie, 47 avec la TAC 4 ce qui nous fait une subvention de 51 La seconde question qui vient, c'est, OK, quel serait le coût de l'emprunt pour autant dans les deux hypothèses? Donc, l'hypothèse numéro 1, avec le 17 de contingent. Vous voyez, on a fait une brochette de taux d'intérêt. L'emprunt doit être sur 20 ans. Nous, on s'est concentré, entre autres, pour les fins du calcul, le 2 Cette année, on a fait 2 règlements d'emprunt et c'était en dessous du 2 Toutefois, on maintient de dire, bon, ben, on va y aller avec le 2 tout dépendamment de la situation. Évidemment, ça va aussi en appel d'offres le taux d'intérêt. Donc, dans la première option, ça serait 166 430 $ que nous aurions besoin. Et dans la deuxième option, ça serait 192 000 $ que nous aurions besoin. Alors, la grande question, c'est comment on peut financer le projet. Donc, présentement, au budget 2022, nous avons déjà 87 623 $ qui est inscrit. Il y a par la suite, dans le compte de l'Église, il y a divers montants qui sont là et qui pourraient tout simplement être réaffectés au projet de la salle communautaire. Le chauffage, présentement, il est inscrit à 25 000 Évidemment, on pourrait le retrancher la moitié puisque le coût estimé serait d'environ le 15 000 Les articles de nettoyage, encore là, on pourrait le réaffecter. L'entretien de la bâtisse, 10 000 également. Et un autre dépense de l'Église de 1 000 aussi. On a déjà des montants dans d'autres postes budgétaires pour le nettoyage et les entretiens de bâtisse. À l'époque, quand le montant avait été mis là, c'était entre autres pour les réparations ultimes de l'Église. Mais présentement, il n'y a pas de réparation pour l'Église, en moins de cas de force majeure. Par la suite, il y a le montant de 4 400 $ qui pourra être utilisé dans ce poste budgétaire-là, puisque cette année, nous l'utilisons pour une retenue de 5 donc, mais l'année prochaine, on pourrait très bien le laisser là et l'imputer pour ce projet-là. Lorsqu'on a fait la rencontre au mois de septembre 2020, il y avait été question
justement de quelle façon pour en comptabiliser du financement supplémentaire, et cette hypothèse-là avait été amenée que le règlement de la RIMB se terminait en 2021 et qu'on pourrait l'imputer dans le projet. Cette année, ce montant-là a été mis pour la réserve des véhicules, donc, mais pour 2023, on pourrait très bien le mettre pour le projet, ce qui nous amènerait à 138 400 $ d'assurés de financement. Évidemment, dans les deux projections que je vous ai montrées tout à l'heure, on a besoin de 166 430 ou 192 000. En novembre 2020, on a reçu une lettre du gouvernement du Québec concernant la contribution de la TVQ, c'est le partenariat 2020-2024, pour lesquels on reçoit des sommes à chaque année. C'est une somme qui est pour 4 ans. Par la suite, c'est non récurrent. Tout ça pour vous dire qu'il nous reste un montant estimé de 105 000 à recevoir. Donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est de prendre ce 105 000-là et d'éponger, de pouvoir absorber le montant qui pourrait manquer pour pallier le 166 000. Par contre, ce qu'on voit dans le tableau, j'ai été quand même... j'en ai mis pour 2023, mais selon moi, il n'y en aura pas en 2023. Le premier paiement devrait commencer en janvier 2024 parce que pour que l'emprunt soit payable au 1er janvier 2023, il faut que toutes les dépenses aient été terminées et compilées au 1er juillet 2022. Et je ne penserais pas qu'on va avoir tout compilé. Mais je me suis dit, pour les fins d'exercice, on peut toujours le laisser là. Et sinon, bien, oui, on pourrait le décaler, ce qui montre qu'on arrête du financement pour aller chercher le montant qui manque pour l'année 2024, 2025, 2026. En 2026, le règlement sur l'usine de filtration d'eau se termine. Donc, ce montant-là pourrait être imputé au projet, ce qui nous amène au montant 170 400. Encore là, cette situation-là, ou cette hypothèse-là, avait aussi été apportée quand on avait rencontré les citoyens au mois de septembre. Quand on regarde le deuxième scénario, on voit qu'il manque 25 000 $ pour pouvoir arriver à financer le coût de l'emprunt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, dans le calcul, il n'y a aucun montant qui a été mis pour les revenus de la location de la salle. Si on se fie aux revenus antérieurs, pour nous, bon, on ne prend pas en considération les années de la pandémie, mais antérieurement, on a été chercher des revenus de l'ordre de entre 12 et 15 000 $. Et quand la fabrique nous a remis l'église, eux allaient chercher des sous jusqu'à 18 000 $. Mais on peut très bien s'entendre qu'on n'a pas optimisé la pleine capacité, le plein potentiel de la salle et des infrastructures. Et ce que nous proposons présentement, il y a une possibilité pour la municipalité d'aller chercher davantage d'argent, que ce soit pour des activités, des soirées. Il y a les deux salles qui peuvent se faire simultanément. Donc, je pense que c'est possible d'aller chercher le revenu qui va combler le montant. Encore là, hypothétiquement, si on se rend au montant de 3 140 000 avec le coût d'emprunt à 192 000. Donc, pour moi, je pense que le plafond que la municipalité pourrait aller, ça pourrait correspondre au montant qui est présenté présentement. Merci beaucoup, Mme Messier. Très bonne intervention. Maintenant, nous allons passer. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le programme Nouveaux Horizons. Le programme Nouveaux Horizons, c'est pour les aînés. Puis depuis 2019, la municipalité, on a tout le temps demandé des subventions. En 2019, on a demandé, je pense, 18 ou 19 000 $ pour mettre des bancs à l'intérieur des jeux d'eau et aussi où ils jouent dans la pétanque. Donc, on a eu la subvention de 19 000. Là, on a mis des bancs à l'intérieur des jeux d'eau. Puis aussi, ce qu'ils jouent dans la pétanque, il y a eu des tables et avec des bancs. Ça, c'était en 2019. En 2020, on a fait une autre demande, mais là, pour installer le système de son au sous-sol de l'église. Pourquoi? C'est parce que la FADOC avait son système de son, mais elle ne le prêtait pas à personne. Donc, tous ceux qui voulaient faire des veillées, il fallait qu'ils se louent un système de son. Là, la municipalité nous a demandé un système de son. On a eu le 25 000 $. On a fait installer le système de son qui a coûté presque 25 000 $. Donc là, le système de son, en plus, le système de son, avant que l'église soit défaite, on va pouvoir l'enlever de là et le réintégrer dans les nouvelles salles. En 2021, c'est-à-dire en 2020, on a décidé qu'on participait encore à une demande de 25 000 pour l'achat de tables et de chaises. D'accord, ça fait faire des prix. On arrivait à 24 000, presque 25 000 $ pour les tables et les chaises, c'est-à-dire 50 tables puis 400 chaises. Mais quand on est arrivé en 2021, qu'ils nous ont donné le 25 000, on l'a eu, mais là, les tables et les chaises avaient augmenté un peu. Là, on a discuté, le conseil, on a discuté, puis là, on a décidé de rajouter le 5 000 $ qui manquait
Parce que là, vu qu'il y avait eu l'augmentation, on a pris 25 000, la municipalité a investi 5 000 de plus. Puis là, on a eu vraiment nos 40 tables et nos 400 chaises, qui d'ailleurs, s'ils ne sont pas arrivés, ils vont arriver bientôt. Puis là, présentement, pour en 2022, la demande est partie encore. On demande un autre 25 000 pour avoir une scène amovible, ainsi qu'un projecteur et une toile murale. Une scène amovible, parce que elle va pouvoir servir pour les deux salles. Puis aussi, bien, la scène amovible, elle va servir pour la FADOC, elle va servir pour l'Ordre, elle va servir pour tous ceux qui vont vouloir faire des spectacles. Puis le projecteur et la toile murale, bien, on s'est dit, bien, oui, l'Ordre et la FADOC, ils vont vouloir s'en servir. Peut-être que dans une semaine, ça ne leur tentera pas de gros bingo ou peu importe les jeux qu'ils jouent. Ils vont vouloir se faire une journée ou une soirée de film. Donc, c'est de là qu'on a eu l'idée d'appliquer pour avoir une scène amovible puis le projecteur. Maintenant, nous allons vous montrer les démarches à venir. Dans les démarches à venir, en janvier, on devrait avoir on a eu le résultat des tests de plomb, puis aussi on s'en rend d'appel d'offres. En mars 2022, il va y avoir le projet de règlement d'emprunt, puis l'approbation du ministère. Parce que c'est important que le ministère approuve le règlement. En avril 2022, l'adoption du règlement d'emprunt. En mai 2022, il va y avoir la relocalisation des biens et vente des bancs. Bon, c'est sûr et certain qu'on n'attendra pas jusque-là. Dans les semaines à venir, on va discuter avec le conseil. Pas probable qu'on va commencer à défaire des bancs. Puis tous ceux qui vont vouloir en avoir, bien là, on va déterminer le coût qu'on veut les vendre aux citoyens en premier. Ça veut dire que les citoyens de Saint-Ignace, ils vont avoir priorité avant pour acheter des bancs. On va donner un certain temps. Puis après ça, bien, ce qui restera, s'il y a quelqu'un qui arrive et il veut tout acheter, bien, on va lui vendre. Aussi, l'octroi du contrat puis le démarrage. Puis juin ou juillet, la démolition de l'église. Puis d'après les architectes, la livraison du projet devrait se faire en mars 2023. Mais comme vous savez, depuis la pandémie, bien, ils ont beaucoup d'enfreins à recevoir leur matériel et ainsi de suite. Donc on pense que ça va aller un peu plus loin. C'est sûr, certain que si le contracteur qui est là, si c'est lui qui fait exprès pour retarder le projet, à ce moment-là, passer les dates, il y a des amendes. Mais par contre, si c'est à cause qu'il ne reçoit pas son matériau, bien là, à ce moment-là, on va pouvoir extensionner un peu le projet. C'est peut-être un petit peu l'information qu'on voulait vous donner, comme on l'avait dit le 23. Maintenant, nous allons passer à la période de questions, mais avant de commencer, je vous demanderai de poser vos questions sur le chat du jour. Aussi, si c'est des questions techniques, je vais faire intervenir M. Fortier, Evert, parce qu'il va pouvoir répondre, parce que moi je suis pas ingénieur. Puis aussi des questions qu'on va prendre, il faut absolument qu'ils soient sur le projet, parce qu'on n'acceptera pas aucune question qui était hors du projet. Donc, si vous voulez maintenant poser vos questions, vous êtes le bienvenu. C'est la période de questions. C'est l'heure de se nommer, regardez. Pardon? C'est lui qui va poser la question qui se nomme. Oh, oui, Non, mais c'est ça, mais là, il y a M. Laforêt qui veut parler, mais on a dit sur le chat. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le prend pareil, puis... Ah, par là? On peut l'avoir parlé, là. Ben. On va les gérer, là. Allons-y par là. OK. Oui, M. Laforêt, allez-y. M. Laforêt? Bonjour. Bonjour à tous ceux qui participent, qui ont réussi à se connecter. Le projet comme tel, je ne sais pas si on entend bien, je m'entends de retour. C'est bien, vous m'entendez? Vous entendez bien? Est-ce qu'on peut vous voir, M. Laforêt, s'il vous plaît? Non, c'est pas grave. Non, c'est toujours plus intéressant. Non, ça va aller comme ça. Je ne suis pas spécialiste en caméra. La première fois, j'avais une grosse speaker. Je vais rester avec un petit speaker comme ça. Bon, je reviens avec vos coûts. Est-ce que le stationnement est inclus dans votre montant? Non. Le stationnement, présentement, on va regarder le stationnement qu'on est là. Puis après, ben, on va voir ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on aura.
Parce que je sais qu'on a un montant d'argent à l'heure actuelle qu'il faut se servir absolument avant la fin mars. Fait que donc, le conseil va avoir une décision à prendre où est-ce qu'on l'injecte. Mais le stationnement, il n'est pas compris dans le projet, présentement. Monsieur Laprie qui a posé une Est-ce question. que je continue avec la question? Allez-y, oui, continuez. Oui, Monsieur Laforêt. Bon. Maintenant, M. le maire, la dernière réunion du conseil qu'on avait le droit d'y être, je vois que participer, vous avez parlé de 5 millions de dollars. Oui. Mais là, Maintenant, quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, on est rendu à près de 7, sans compter le stationnement. oui. Okay. Quand vous êtes venu à l'Assemblée, on a dit 5 millions. On a dit 5 millions et plus, probablement, mais je n'avais pas les chiffres, puis les places de devis n'étaient pas terminées. Donc, on ne va pas définir exactement le montant exact que la firme que les architectes avaient fait. Je vous dirais, M. Laforêt, que M. Barthes vous en a parlé. On était toujours sur l'estimé du 14 octobre. L'estimé du mois de décembre, la date c'est le 21 décembre, mais on les a eus la semaine passée. Donc, c'est là qu'on a pu ajuster les montants en question. Parfait. Est-ce que les montants, les chiffres, ont été validés par un comptable? Pour le paiement, est-ce que vous parlez des montants qu'on va payer par année? Pour l'emprunt, pour tout ce que vous avez rajouté. Tout a été fait par notre DG, elle a tout calculé, elle a les chiffres dans le budget, elle a les montants dans le budget. Fait que je ne voyais pas l'intérêt de dire à un comptable, autrement dit, de dire que Mme Messier était d'accord, ses chiffres étaient bons. Parce qu'elle avait le budget, les chiffres, ils sont dans le budget. Fait que donc, je pense. Les tables de calcul du taux d'intérêt, c'est les tables du MAM, du ministère des Affaires municipales. Donc, le calcul se fait avec le taux et le montant qu'on met. Donc, c'est sûr que c'est les chiffres qui sortent. Maintenant, la grande question qu'on se pose tous, puis on a tous hâte de la savoir, c'est le vrai coût, comment ça va sortir quand on va ouvrir les enveloppes, et c'est là que... C'est ça. Lorsqu'on aura l'appel d'offres, on va savoir vraiment c'est quoi les coûts. En temps normal, par mon expérience que j'ai, tous les appels d'offres qu'on a été, ça a tout le temps sorti plus bas que ce qu'il avait estimé. Donc on espère que ça va être encore la même affaire. Et ça, on va le savoir lorsqu'on va ouvrir les enveloppes pour les appels d'offres. À niveau, vous avez dit que tout Oui, Donc, maintenant, M. le maire, ou Mme la secrétaire, j'ai un petit calcul de 5 millions de dollars le coût que j'avais. C'était le montant qu'on m'avait dit à l'époque. 3 millions de mise de fonds du gouvernement qui est le maximum. Donc, on a une hypothèque de 2 millions. À 2,5 d'intérêt, ça fait un paiement annuel de 108 000 $. J'ai pas compris. Le 2,5... Un intérêt de 28 500. Après 5 ans, quel taux d'intérêt va-t-on avoir à Saint-Ignace de Loyola? J'ai pas compris la question. Parce qu'il dit que là, c'est calculé à 2,5 L'inflation. 2 2 mais qu'éventuellement, dans 5 ans, quel taux qui est projeté? C'est ça. Alors, écoutez, je peux pas. Moi, dans 5 ans, dans 10 ans d'ici, je ne peux pas deviner c'est quoi ça va être le taux. Je ne suis pas capable. Je sais que quand tu as un règlement d'emploi en temps normal, tu dois voir tous les 5 ans. Je sais. Par contre, vous avez raison, M. le maire. Ben, je ne peux pas deviner le taux qu'il va avoir dans 5 ans, M. Laforêt. Si je le savais, là. Mais oubliez que, M. le maire, Oui. M. le maire, on est seulement 1000 personnes, 1000 payeurs de taxes à Saint-Ignace. L'augmentation est de 108 $ les 5 premières années par citoyen, par payeur de taxes. M. Laforêt, on vient de montrer comme quoi que, pour l'instant,
on est capable de payer sans augmenter les taxes. Là, allez pas dire au monde qu'on va augmenter les taxes quand on vient de vous dire, avec les chiffres qu'on a, qu'on n'augmentera pas les taxes. C'est ces chiffres-là qui sont montrés, là. Vous l'avez déjà fait, augmenter les taxes cette année. Pour quelle raison? C'est correct, on n'a pas parlé de ça. On est dans le prochain déclic. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous allez m'augmenter de 100 000 $ les 5 premières années. Est-ce que vous êtes capable de me dire le contraire? Je comprends pas. On va vous augmenter de 100 000 $ de... Mais c'est sûr, certain que c'est un règlement d'emprunt, là. Une taxe par année. Oui, mais quand on fait un règlement d'emprunt, là, c'est sûr, certain qu'il y a des intérêts, puis il y a le capital. Puis les premières années, tu payes tout le temps un peu plus d'intérêts que le capital. Plus qu'on va avancer dans les années, plus que le capital va monter, les intérêts vont baisser. Ça, c'est comme toute hypothèque ou règlement ou emprunt que vous faites, c'est la même chose. Pardon? Est-ce que c'est possible que les intérêts augmentent? Bien là, non, dans les 5 prochaines années, c'est sûr qu'ils n'augmenteront pas. Les intérêts augmentent. Je vais vous dire qu'on signe pour 5 ans, donc les intérêts n'augmenteront pas pendant les 5 premières années. Mais je ne peux pas vous garantir qu'après ça, moi, là, je n'ai pas une boule de cristal pour dire que dans 5 ans, là, les intérêts ils vont être à 0,05. Je ne peux pas vous dire ça. J'ai aucune idée. On peut dire, oui, maintenant, jusqu'à. Oui, vous pouvez voir le livre. Bon, M. Laforêt, je vais passer à d'autres questions parce qu'il y a des citoyens qui les posent. C'est qu'on a parlé de 5 millions et on est rendu là. Il y a d'autres personnes qui Oui, il y a d'autres questions. Je vais passer à d'autres questions parce qu'on en a beaucoup, puis on vous reviendra. Là, ici, j'ai une question de M. Henri-Paul Darmandet. Bonjour, merci pour la présentation. 2 questions sur l'aspect patrimonial. Est-ce que j'ai bien compris que les cloches de l'église seront conservées et intégrées au projet? Pouvons-nous entrevoir un endroit pour mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de Saint-Ignace? Par exemple, un coin pour une petite exposition permanente en plus d'exposition temporaire. C'est sûr que les cloches vont être préservées. Et d'ailleurs, quand on a parlé avec M. Fortier, M. Fortier nous a suggéré un endroit où vous les installer. Mais ça, il faut que j'en parle avec le conseil. Il leur demandait si eux autres, ils trouvent l'idée. Moi, je trouve l'idée très, très bonne, où ce qu'il nous a dit de les installer. Mais là, ça va être le conseil qui va décider si oui, c'est une bonne chose. Soyez pas inquiète que, puis même, comme je dis, les 2 salles, là, s'il y a quelqu'un qui veut faire une exposition, Ça l'a figé parce que c'est l'Internet, M. Laforêt. On a entendu. Ça, on recommence, ça devrait marcher, là. Vous m'entendez-vous? On a entendu. Ça va revenir, là. C'est l'Internet qui fait... Peut-être que je peux continuer de la part de M. le maire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. 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 Parfait. Au niveau de l'intégration, Normandais, c'est mon beau-frère. Normandais. Ça fonctionne bien. À une place stratégique au projet où est-ce que tous les citoyens vont y avoir accès. C'est sûr que maintenant, avec ces cloches, on souhaite les intégrer à l'intérieur, évidemment, pour les préserver le plus longtemps possible et pas les exposer aux 50 000 livres. Donc ça, c'est un côté du projet. Et aussi au niveau de l'autre côté, on a des espaces extérieurs où est-ce que pour pouvoir avoir des expositions soit en air. Et pour essayer de continuer, je ne sais pas si... Oui. Nous avons une deuxième question. Est-ce que le 60 000 d'intérêt est compté dans le 166 000 de paiement? La réponse est oui. Oui, c'est compté. Puis, je demanderais ceux qui font des questions sur le chat de s'identifier, s'il vous plaît.
Là, la prochaine, c'est est-ce que Monsieur Laprie, de pas répondre, Monsieur Laprie. C'est le nom de la firme d'ingénieurs de celle des architectes. Est-ce que l'expertise concernant les fouilles archéologiques est-il toujours requis avant de procéder à la mise en marche du projet? La fouille a été faite, ils n'ont rien trouvé, fait que donc ça, ce projet-là, c'est terminé. Si on avait fait le stationnement, probablement qu'on aurait été obligé de faire une autre fouille là. Mais c'est au montant que ça coûtait faire une fouille, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas faire le stationnement tout de suite. On va le faire après, donc après, on n'aura pas besoin de faire de fouille. Après ça, est-ce que tout le conseil appuie encore le projet à 6,4 millions au lieu de 3 millions? Ça va être une question qu'on va répondre lorsqu'on va aller en appel d'offres. Là, l'appel d'offres, comme je vous dis, elle va partir de ça, on va l'ouvrir probablement février-mars. Donc, c'est là que le conseil va se prononcer. Tant qu'on n'a pas d'appel d'offres, on ne peut pas dire c'est quoi le montant. Moi, si ça sort à 5,2 millions, après l'appel d'offres, moi je pense que ça va être un projet qui va être réalisable. Mais on verra lorsqu'on sortira les appels d'offres, là le conseil prendra une décision à ce moment-là. Une autre question, Patrick Latour. Est-il possible de réduire la capacité de la salle pour diminuer le coût du projet? Bien ça, j'aimerais demander à M. Fortier de répondre. S'il y a vraiment une économie à réduire la salle, les salles, si on ferait une économie. M. Fortier, s'il vous plaît. Monsieur. Oui, il y a des C'est une excellente question parce que le coût du projet est intimement lié à sa superficie. Excusez, je n'ai pas compris, M. Fortier. Donc, si on coupe si on dit, comment on dit? Oui, je t'entends. C'est la question est-ce que si on diminue le nombre de... Je vais continuer, sinon on s'entend en groupe. Vous pouvez y aller. Allez-y, M. Fortier. Je vais continuer, excuse-moi. Si on voulait couper la salle pour avoir des économies, il faudrait la couper considérablement. Il faudrait couper au moins de 50% pour être capable d'avoir une économie substantielle. Sinon, l'enjeu du projet et la complexité du projet vient dans toutes ces autres pièces, dans toutes ces autres fonctions et dans son programme qui a été établi initialement. Et ça change bien des affaires. Merci. Merci beaucoup, M. Fortier. Donc, Mme Hardy pose une seconde question. Est-ce que la population appuie encore ce projet puisque les montants ont considérablement changé? Bien sûr, écoutez, on était en mois de novembre 2020, on a fait une consultation publique, puis ils savaient que c'était pas des c'est sûr que c'était pas le même montant. Mais les chiffres ont changé. Écoutez, moi, on n'a pas de choses. La COVID est arrivée, pour ça, tout s'est mis à exploser. C'est sûr, certain. La population ne l'appuie encore. Ben, moi, je sais que je parle à beaucoup de monde, puis ils me disent que c'est un beau projet. On verra lorsque les appels d'offres sortiront. On verra ce qu'on fera après. Je ne peux pas répondre plus que ça. Est-ce que tu as vu, Mélanie, est-ce que le 60 000 d'intérêt? Oui, ça, j'ai compris, c'est répondu. On est rendu à Mme Monique Courchaine qui a la main levée. Tu vois, tu as un nouveau message en dessous. OK. On va mettre Madame Courchaine, ça veut parler. Juste 30 secondes, j'ai la question. Monsieur Laprie, je veux revenir sur la réponse donnée pour les fouilles archéologiques. Je poserai ma question au micro. Pour ce qui est des fouilles archéologiques, présentement, le rapport intérimaire mentionne qu'il n'y a aucune trace d'artefacts ou de quelques objets quelconques. Le rapport final va nous être remis au printemps 2022. Mais à ce jour, il n'y a rien qu'ils ont trouvé. Donc, pour nous, on s'attend à ce que le rapport soit négatif. Et c'est ce document-là que le ministère a besoin pour nous accorder la subvention du RICIN. Mais il y avait Mme Monique Courchaine Oui. qui voulait parler. Est-ce qu'on la laisse parler? Oui. OK, Mme Courchaine, si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je voulais poser une question. Attendez, Monsieur Laprie. Monsieur Laprie, Mme Courchaine, ça fait longtemps qu'elle attend. On va lui donner la préséance. Après ça, on vous donnera la parole, Monsieur Laprie. Oui.
Allez, Mme Cochrane. Je m'excuse, mais ma question, vous venez de l'aborder. Et j'ai tenté d'ouvrir mon micro et il ne marchait pas, alors je voudrais prendre la parole. Monsieur Lapré, on a demandé à Mme Cochrane. Oui, allez-y, Mme Cochrane. Alors, je passerai après Mme Cochrane, là, c'est bon. Ok, parfait. Moi, merci pour la présentation. La seule chose que je voulais dire, c'est que je suis vraiment surprise par la montée exponentielle des coûts. Au début, c'était moitié et maintenant, c'est le double. Donc, vous parlez de la démolition de l'église, vous fixez un montant, vous parlez de ce qui va coûter d'avoir du plomb. Alors, si on met du plomb, on va aller à la vérité, c'est-à-dire faire des coûts. Et aussi, il y a probablement que on n'a pas pensé, c'est de l'amiante dans l'église. Alors, ça va être du coût supplémentaire. Vous parlez aussi que vous allez recevoir des subventions. Si on regarde ce qui s'est passé dans le budget, vous n'avez pas eu de subventions pour les voisins. Alors, est-ce possible que les subventions, vous dites de 3 millions, ne soient pas de 3 millions, de beaucoup moins? Et aussi, je voulais dire les coûts des matériaux qui vont augmenter beaucoup. Les taux des. Alors, je suis vraiment un petit peu nerveuse avec ce projet où les coûts d'augmentation des termes qu'on va avoir dans les deux. Oui, s'il vous plaît. Ben, écoutez, pour la démolition, là, c'est compris dans le prix. Et même l'amiante, la peinture, après ça, la démolition des listes, c'est compris dans le prix qu'on vous a donné. Donc, il n'est pas supposé d'avoir de prix. Et même si le projet, après appel d'offres, il tomberait à 5 millions, bien, le 60% du 5 millions, on y cherché quand même de 3 millions en subvention. Le projet, là, c'est 60 millions, excusez-moi, 60%, mais on a appris dernièrement que c'était 3 millions maximum. Et ça, on ne le savait pas, parce que quand il nous a parlé de 60%, nous autres, on calculait tout le texte à 60% du projet. Mais là, c'est plus ça, c'est 60% ou, si on atteint 3 millions, c'est le maximum qu'il donne. C'est ça, mais pour l'Église, Allez, on va commencer là. Pour l'Église, pour l'amiante, la peinture, puis les désotères, c'est compris dans le prix. Peut-être que M. Fortier pourrait en parler. Il n'y aura pas de surprise, c'est dans le prix. L'ingénieur va dire. Il y avait deux questions à l'ingénieur, la conception de la bâtisse. Puis le monsieur Normandin était revenu avec, si on nous dit qu'il faudrait couper 50% pour avoir des économies, alors si on fait une salle de 200 personnes, comment coûterait le projet? Je ne sais pas si c'est monsieur le... Attends un peu, moi, je Henri-Paul Normandin qui a posé la question, si on coupait la salle de 50%. Bon. Monsieur Fortier, si on coupait la salle de 50%, mettons, ce serait quoi approximativement les économies? Ça change la bâtisse. C'est même recommandé que je ne peux pas à vous dire c'est quoi ce qui est rapidement comme ça. J'ai juste illustré ce point à cause que c'est peut-être un endroit du programme qui aurait pu être réduit, tandis que tous les autres locaux sont nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment. Donc, effectivement, on peut réduire, mais comment le chiffrer? Je ne pourrais pas vous dire. C'est bon? On laisse M. Lapré. Les autres, je pense que si on veut réduire la salle à 200 personnes, ben, je pense que M. Fortier ne donnera pas la réponse au complet tout de suite, parce qu'il faudrait qu'il fasse les plans. Il faut qu'il fasse les plans, puis combien qu'on pourrait avoir d'économie. C'est là. On est rendu là. Donc, comme je vous dis, attendons d'avoir... Allez, on va aller en appel d'offres, les chiffres vont sortir, puis après ça, le conseil décidera ce qu'on va faire. Oui, on a payé tant d'appel d'offres, là on parle de couper peut-être la salle à moitié. C'est parce que si on va en appel d'offres, si le conseil décide de réduire, à ce moment-là,
DG3A, il va falloir qu'ils refassent les plans et ils nous arrivent avec d'autres chiffres. Simplement. Oui. Est-ce que Mme Courchaine, c'est terminé? On vient de reparler. Oui, c'est ça, c'est ainsi. Donc, moi, je voudrais savoir, pour le supporter sur la question de M. Normandin, vous pourriez peut-être faire deux appels d'offres. Vous pourriez faire l'appel d'offres avec une salle de 400 personnes, comme vous pourriez faire un appel d'offres avec une salle de 200 personnes. Ça, c'est faisable. Et ma deuxième question, c'est savoir combien vont coûter les coûts variables pour l'entretien de ce nouveau projet. C'est quoi l'entretien? Ben, les coûts variables du projet, c'est... C'est pas cool. Le coût d'opération. Ben, le coût d'opération, ça va être autant pour le chauffage, pour l'entretien, ça va venir avec tout l'entretien de la salle, ça c'est clair. Mais là, présentement, je n'ai pas le chiffre exact que vous pouvez me demander à ce moment précis-là. Une chose qu'il faut dire aussi, là, c'est que dans le coût... non, mais dans le coût de location de la salle, là, excusez une minute, dans le coût de location de la salle, là, on va mettre un montant, s'il faut, pour, après ça, faire le ménage, ainsi de suite. C'est ceux qui vont louer la salle, comme présentement au sol d'église. Quand tu loues la salle, il y a un montant octroyé pour faire le ménage après, puis c'est mis dans le prix. On charge plus cher. Ça va être la même chose pour ces deux salles-là. C'est celui qui va louer, le montant qu'on va décider de louer. Ah non, madame, ils vont demander le chat, là, parce que... Oui, juste le chat, parce que là, Je pense qu'on va vous demander de chatter parce que c'est vraiment difficile par le son. Et quand vous ouvrez vos caméras aussi, c'est ça qui crée aussi beaucoup d'interférences. Ça demande plus de flux Internet. La meilleure façon, c'est de faire passer par le chat pour la stabilité là, du Zoom. C'est pas moi qui est en cause, c'est vraiment le réseau. Là. Quand on dit qu'on est dû pour de l'Internet ou de vitesse, je pense qu'on a la preuve. On est sapé. C'est ça. J'ai une petite question de M. Patrick Latour. Est-ce qu'il s'agit d'une structure d'acier pour la conception de la bâtisse? M. Fortier, est-ce que vous pouvez répondre? Oui, c'est une construction à 100% d'acier. C'est des structures d'acier? Oui, il y a ça qu'il a dit. OK, oui, c'est des structures d'acier qui vont être. Après ça, revenez un autre ici. Je vais revenir sur la réponse sur les fouilles parce qu'il n'y a pas eu de ça. Je vais revenir sur la réponse sur les fouilles archéologiques. Allez-y. Ben, je ne sais pas quoi vous dire de plus, M. Lapré, autre que les résultats qu'on a eus du rapport intérimaire ont mentionné qu'ils n'ont rien trouvé. Donc, je n'ai pas plus à vous dire. Et le rapport, je vous l'ai envoyé par courriel. Vous m'avez demandé le rapport à jour, final. Réponse que je vous ai donnée, c'est que je vais le recevoir au printemps. Et c'est à ce moment-là, je vais pouvoir vous remettre une copie. Je n'ai pas autre chose à vous dire. Sinon, ben, peut-être détailler votre question plus clairement. Vous avez d'autres questions sur le chat? Il y en a un peu perdu. Monsieur Laforêt qui a main levée, là. Bon, c'est ça. Soit qu'on le fasse parler. Qui envoie sa question. Ça m'a été dit. Monsieur Laforêt, si vous avez des questions. Un instant, monsieur. Sur le chat, monsieur Laforêt, parce que sinon on perd. Prends une chance que vous le gardiez. Quoi? Il prend une chance, mais on va le perdre. Madame Courchaine, répond aux questions. Laquelle? C'est lui à qui j'ai posé la question à la dernière. Monsieur Pierre-Luc Guertin? Non. Pardon? À Pierre-Luc Guertin, ben à Louis-Charles Guertin. Louis-Charles Guertin. Je n'ai pas compris. Louis-Charles. Louis-Charles, c'est une question.
5 millions pour l'Église, c'était correct. Tu me réponds, je vais attendre les nouveaux chiffres. Les chiffres. Est-ce que les chiffres que tu entends te permettent de dire que Saint-Ignace, on a les moyens, les ambitions de notre mère? Vous comprendrez que les chiffres me donnent le vertige un peu, mais on est encore capable de démontrer que financièrement, on ne touche pas aux taxes. C'est que chaque fois que je l'ouvre, Ça marche-tu? Tu m'entends-tu? Oui, continue, c'est parce que c'est monsieur l'appel. Couper leur son. Je le coupe, c'est ça que je fais. Entendez-vous, M. Laforêt? Ils sont pas écoutés, mais oui, Monsieur Laforêt, oui. Ben, vas-y, réponds. Je n'ai pas trop bien compris, là, mais quand même, c'est une question à réflexion pour tous les conseillers. Oui, mais on n'a pas encore les vrais. M. Laforêt, on n'a pas encore les vrais chiffres. Je vous dirais que j'ai fait le saut, moi aussi, du mois de décembre à aujourd'hui, qu'il y a 1 million de plus. Là. Mais présentement, notre personnel est capable de démontrer, par les chiffres, qu'on ne touche pas aux taxes encore, qu'on a encore de l'argent. Il ne faudrait pas que ça monte bien plus que ça, par exemple. Mais on aura matière à réflexion, comme vous dites, quand j'aurai les chiffres qui vont sortir à la soumission. M. Bertin, j'aurais une dernière question qui s'adresserait peut-être à tous les conseillers. Vous savez, je pense que chaque citoyen de Saint-Ignace voudrait avoir une piscine creusée derrière leur maison. Mais pour ça, il faut qu'on emprunte. Est-ce qu'on a tous les moyens pour emprunter, pour avoir cette belle piscine-là derrière nos maisons? Je pense que non. Et M. Laforêt, là, pensez à ceux qui ont de la difficulté. Excusez, M. Laforêt, là, on sort du sujet. On parle du projet, là, je ne parlerai pas de piscine en arrière de chez moi. C'est un commentaire. C'est un commentaire que vous avez fait, puis on a pris note, mais on va parler rien du projet. Ici, j'ai une question. Quelle est l'estimation du coût, par Mme Monique Couchrin, excusez-moi, quelle est l'estimation du coût pour l'entretien de ce projet une fois effectué? Allez-vous faire payer plus ceux qui utilisent les salles en augmentant les coûts de location? Bon, nécessairement, c'est le conseil qui va décider à combien. La seule chose que je peux dire, c'est que les 2 salles qu'on va avoir, je pense que dans la région, il n'y a pas de salle de cette grandeur-là. Donc, à ce moment-là, il va falloir peut-être stratégiquement d'avoir une personne qu'elle va aller, puis elle va pouvoir faire la location des salles. Parce que là, présentement, là, on vous dit, c'est rien que le monde qui vient d'ici qui loue. C'est à peu près rien que le monde de Saint-Ignace qui loue des salles pour des soirées comme le Rouge Galant, Noël, ainsi de suite. Mais vous savez, pour des spectacles, ainsi de suite, n'importe, des mariages, c'est sûr qu'il y a des mariages, ils ne peuvent pas aller là, et c'est sûr que tant que la COVID va être là, les mariages ne pourront pas non plus, mais j'imagine qu'en 2023, on va pouvoir faire. Ça ne veut pas dire que les salles vont augmenter, ça c'est le conseil qui va se pencher sur ça, puis il va déterminer combien est-ce qu'on va louer la location. Mais je ne pense pas que pour les organismes de place, je ne penserai pas que le conseil ira en grosse augmentation, parce que déjà, on a des organismes qui ont un peu de difficulté. Mais les prix qu'on leur charge, ils sont satisfaits, ils sont heureux, puis ils servent de la salle présentement, puis ils vont s'en servir encore. Monsieur Henri-Paul Normandin, non, excusez-moi, est-ce qu'on va avoir un rapport de la réunion d'aujourd'hui, car ça coupe toujours. Hein? Et on parle le fait de la discussion. Et on parle le fait de la discussion. Bien, je pense que oui. À partir de demain, ça va être, on va le monter, puis on va le mettre en émission tout de suite dans notre semaine. À partir de demain, vous allez pouvoir le voir sur CTRB. Puis ceux qui n'auront pas CTRB, calculez à une couple de jours, là, CTRB va nous l'envoyer, puis on va le mettre sur notre site Internet, la présentation complète. Faites-donc parler M. Laprie. Monsieur Laprie, vous pouvez ouvrir votre micro. Internet et... Oui, c'est d'Internet. Merci. Alors, je veux compléter ma question parce qu'on a donné une réponse. Mais c'est à côté de la question que je posais comme telle. Alors, à propos des fouilles archéologiques, moi, j'ai bien lu le rapport qu'on m'a envoyé, le rapport préliminaire qu'on m'a envoyé. Et
qu'on avait fouillé pour essayer de trouver des artefacts. Alors, on est tombé dans la fosse septique du curé, quand il n'y avait pas d'égout directement branché. Alors, moi, je me suis dit, bon, comment ça se fait qu'on s'est contenté de faire seulement ce type de fouille-là à cet endroit-là? Et j'ai consulté avec mon épouse des gens, un expert qu'on connaît au Canada en rapport avec les fouilles pour les Autochtones. Et il a soulevé quelques questions, procédures de méthodologie, comme moi j'imaginais qu'il y en avait dans les choses. Alors, ça ne semble pas une conclusion qu'on peut tirer finalement de la fouille qui a été faite dans le seul endroit et qui est tombée sur on sait quel genre d'artefacts sont trouvés dans le processus. OK. Monsieur Labré, c'est quoi la question? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une possibilité que la science se contente d'une fouille archéologique qui n'a pas toute la rigueur de la méthodologie qu'on a des fouilles? Bon. Monsieur Labré, je ne pense pas qu'il va y avoir une autre fouille archéologique. On a fait faire une. Au prix qu'elle a coûté, là, c'est eux autres qui ont déterminé ce qu'ils voulaient creuser. C'est pas la municipalité qui leur a dit de creuser là, c'est eux autres qui ont choisi l'endroit. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas faire un autre archéologique au prix que ça a coûté. Là, on va avoir le rapport, puis il va venir, le rapport final. Puis, écoutez, on a encore un film d'archéologue. Au prix qu'elle a coûté, je pense que c'est eux autres qui ont choisi la place exactement ce qu'ils voulaient. Fait que donc, il n'y aura pas d'autres recherches. Devant qui vous avez déposé le rapport? Présentement, dans le fond, le rapport, il a été envoyé au ministère, mais c'est sûr qu'eux veulent avoir le rapport final pour nous donner soit la lettre, nous remettre la lettre d'authentification, comme quoi qu'on a suivi la procédure. Eux, de toute façon, pour nous remettre la lettre finale, ils vont voir le rapport, ils vont analyser si toutes les procédures ont été faites selon les règles de l'art. L'endroit où, généralement, ce qu'ils vont faire les fouilles, c'est où est-ce que le sol peut avoir été... où est-ce qu'on va aller faire des travaux. C'est là où est-ce qu'ils vont aller faire les fouilles. Puis étant donné que l'église, c'est l'endroit où on démolit, mais c'est déjà cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris à côté, puisque c'est là qu'on devrait aller faire des travaux. Si on ne touche pas plus loin, bien, eux, ils ont pris les dimensions, puis ils doivent prendre des tests à certains endroits, puis il y a une quantité qu'ils doivent respecter. Donc, eux, ils ont tout fait ça selon les règles de l'art en question. Avec les archéologues et tout. Fait que nous, dans le fond, on va suivre. S'ils nous avaient dit qu'il fallait plus, on aurait suivi le rapport. Je pense qu'il faut quand même faire confiance aux experts dans le domaine. Bon, ici... Il y a des méthodologies, là, et c'est pour ça qu'ils sont questionnables. Alors, c'est là ma question. Je veux dire, est-ce que ça va passer? En tout cas, c'est un peu douteux. Très beaucoup. On va attendre d'avoir le rapport final, puis c'est ça. Ici, on a une question. Madame Couchain, pourquoi ne demandez-vous pas un référendum une fois les solutions connues, pour avoir l'opinion des citoyens payeurs? C'est ça, Madame Couchain, c'est justement, on va attendre après l'appel d'offres, on verra ce que le Conseil va décider, mais moi, je ne peux pas vous dire qu'on va faire une consultation publique encore. Mais pour l'instant, on va aller en appel d'offres, puis lorsque les appels d'offres, on ouvrira les enveloppes, et c'est là qu'on décidera ce qu'on fait. Ici, on a une question de M. Normandin. L'idée d'une salle communautaire est attrayante, mais je crois qu'il faut vraiment considérer sérieusement la taille de celle-ci. Y a-t-il une étude pour identifier les besoins ou la demande pour une si grande salle? Combien de fois par année remplirons-nous une salle de 400 personnes? Une salle plus petite, 200, pourrait éventuellement convenir. Bien, écoutez, on a décidé de faire une salle de 400, puis on est capable de la séparer en deux. Comme vous avez vu sur le PowerPoint, on a une salle de 150 qu'on peut faire, puis une salle de 250. Moi, je pense que si on est capable de louer les deux salles, c'est plus attrayant de louer deux salles en même temps, puis aussi, ça l'emmène de jour, parce que dans les salles, dans la région, on n'en a pas. Moi, je prends tout le temps l'exemple je ne me souviens plus, Saint-Jérôme-Morel-là, à ce côté de Sorel, ils ont fait une salle de 160 personnes. Puis là, j'ai su dernièrement qu'ils veulent agrandir, parce qu'ils n'ont pas assez, parce que toutes les municipalités alentours, ils viennent louer. Ils vont louer la salle-là, puis là, ils ne sont pas assez grands. Fait que nous autres, pourquoi une salle de 400, c'est qu'on a déterminé ça ensemble pour partir. Puis lorsqu'on aura les appels d'offres sortis, bien là, à ce moment-là, on décidera.
Si les appels d'offres sortent un montant trop élevé, le conseil va avoir une décision à prendre, c'est là qu'on va la prendre. Dépendant aussi qu'il peut arriver quelque chose à la municipalité aussi. C'est peut-être une métaphore, l'histoire de la piscine. Mais j'espère que l'image restera dans le marinaire de nos décideurs. Écoutez, je ne reviendrai pas là-dessus. Hein. Monsieur Patrick Latour, est-il possible de regarder d'autres opinions comme le panneau isolant structural, le vitrage isolant qui demande beaucoup moins de main-d'œuvre? De plus, ils sont éco-énergétiques. Ben, ça, écoutez, moi, M. Fortier, est-ce que vous êtes capable de répondre à ça? Je peux vous relire la question, M. Fortier? Est-ce que vous m'entendez, M. Fortier? Oui. Voulez-vous? Non, mais la question était, est-il possible... J'ai pas compris. Est-ce que vous m'entendez bien, M. Fortier? Ben, écoutez, moi, pour là. Oui? Construction qui est possible. Donc, nous qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir une construction qui est la plus polyvalente, qui va aux occupants d'occuper puis de. OK. Oui, là, là-dessus. La seule chose que je peux répondre, parce que je n'ai pas compris complètement la réponse de M. Fortier, mais pour M. Latour, écoutez, mais son... On s'y aide à un type de construction, mais on s'y aide aussi au niveau des soumissionnaires. Donc, on est resté dans la construction qui est plus conventionnelle, si on veut. La France, ce qu'il dit, c'est que la soumission, le projet a été fait de type conventionnel, parce que quand on va plus dans l'éco-énergétique, ça élimine certains soumissionnaires. Ça peut devenir un peu discriminatoire. Ah, OK. C'est plus dans ce Bon, ben, vous voyez, la réponse était faite. Ben, répondez donc, c'est peut-être pas compris comme faut. Oui, bien, dans le fond, je ne sais pas si c'est assez clair la réponse de M. Fortier, mais dans le fond, c'est que le projet, la façon qui a été montée, c'est plus de façon conventionnelle, de façon à permettre à plusieurs soumissionnaires de pouvoir appliquer sur le projet. Alors que si on va plus dans un volet éco-énergétique très ciblé, bien, ça élimine certains soumissionnaires qui pourraient participer à l'appel d'offres. Alors, on va faire une pétition pour avoir l'Internet haute vitesse. J'espère que vous n'ignorez pas l'opinion de la population si elle est contre le projet actuel. Ça, c'est Mme Hardy. Et que vous cherchez tous les moyens pour faire diminuer les coûts. J'espère que vous n'ignorez pas l'opinion de la population, c'est qu'elle est contre le projet actuel et que vous chercherez tous les moyens pour faire diminuer les coûts. Écoutez, comme je vous ai dit, lorsque l'appel d'offres va sortir, c'est là que le conseil va avoir des décisions à prendre. C'est sûr certain que si c'est trop élevé, à ce moment-là, on va peut-être regarder pour faire diminuer les coûts. Mais je ne peux pas vous répondre si je vais faire diminuer les coûts tant si longtemps que je n'ai pas l'appel d'offres. Peut-être que l'appel d'offres, si l'appel d'offres arrive et est un coût qu'on est capable de, encore mieux que ce qu'on vous présente là, en tout cas, le conseil décidera. C'est tout le temps, le conseil va avoir un dernier mot là-dedans. Si l'appel d'offres sort à 5,2 millions, le conseil va se dire, on regarde ça, on est-tu capable d'y aller, oui ou non, puis après ça, on regardera toutes les facettes, c'est faux. Après, si le référendum a été basé sur un coût à peu près la moitié de l'actuel projet, voyez-vous que le résultat du référendum est toujours valide, puisque nous sommes prononcés sur une autre évaluation. Ordinairement, quand une condition majeure change, cela nécessite un autre référendum. Bien, ça, encore là, vous dites, si le Conseil va aller en référendum, bien, on ira en référendum, c'est faux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le projet en question, la prochaine étape, ça va être le règlement d'emprunt. Donc, le règlement d'emprunt, il y a deux possibilités. Ou on va personne habile à voter, ou si c'est 50% et plus de subventions, le Conseil va toujours avoir la possibilité d'aller avec les personnes habiles à voter ou tout simplement de continuer parce qu'on a 50% de subventions.
Mais s'ils décident d'aller aux personnes habiles à voter, il n'y a pas besoin de référendum, c'est le règlement qui va faire en sorte que si les gens n'en veulent pas, ils vont venir signer et c'est ce registre-là qui va faire foi. Oui. Mais si vous avez 50% et plus, le conseil peut toujours décider parce que ça représente, mais le 50% et plus, ça représente ce qu'on vous a montré, les chiffres de cet après-midi. Donc, à ce moment-là, le conseil pourra là décider s'ils vont de l'avant ou de quelle façon ils vont pouvoir. Même si, après le règlement d'emprunt, si on va jouer des personnes habiles à voter, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de référendum. Parce qu'on peut, après, dire, si on voit que s'il y a 200 signatures qui arrivent, qu'on est obligé, c'est soit qu'on abandonne ou qu'on va en référendum. Bien, moi, je pense qu'avant d'abandonner le projet, je vais demander au conseil de faire un référendum. Parce que c'est un beau projet qu'on a, puis c'est sûr et certain que on va se destiner vers le référendum s'il faut. Mais l'idée du registre avant le référendum, c'est que le référendum, ça implique des coûts d'à peu près 15 000 $. Avant d'arriver avec une dépense comme ça, c'est là que le registre vient prendre son pesant d'or. Monsieur Lepre, faites un autre commentaire. Si c'était exact, le règlement d'emprunt est majoritaire. C'est exact que si un règlement d'emprunt est majoritaire, ben oui, c'est officiel, ça. Écoutez, si on fait un règlement d'emprunt, puis s'il y a 4 conseillers qui disent non, ben, c'est comme de côté une résolution. La résolution, si je demande, on s'en va à un règlement d'emprunt, puis il y a 4 conseillers qui disent non, puis il y en a 2 qui disent oui, ben, c'est sûr et certain que la résolution ne passe pas. C'est comme toute autre résolution, peu importe comment ce serait un montant de 1000 $, s'il y a 4 conseillers qui disent non, la résolution ne passe pas. C'est démocratique. Moi, j'ai pas d'autre chose. Demander d'autres questions. Pas rien. On va attendre un petit peu parce que des fois, j'ai jusqu'à un petit décalage. Ouais. On va attendre encore 1 ou 2 minutes parce que des fois, il y a un petit décalage. Donc, s'il n'y a pas de questions, ben, vous allez pouvoir avoir le PowerPoint sur CDRB. Puis un peu plus tard, ben, ça va être sur notre site Internet. Le document va également être disponible au bureau municipal, ceux qui veulent avoir une copie de papier. Comment dire, c'est ce document-là? Ouais. La présentation. La présentation qu'on a faite, si vous voulez avoir un papier, bien, je vais appeler. Quoi, Jim? Oui, là. Hein? Je sais pas, le jeu, il va mettre ça. Mais voyons. Mon nom est là. Maintenant, dans ta tête. Vous n'avez pas d'autres questions, madame la... Moi, je vois rien présentement. Daniel Laforêt qui lève la main. Hein? Ah, Daniel, bon. T'en prends une dernière? Ou... La dernière. Monsieur Laforêt, oui. Bon, je suis content de savoir que ça va être la dernière. Est-ce qu'on est 27 sur ce fameux Zoom? Ensuite, on est combien à avoir été voté à cause de la COVID avec 10 enveloppes, une enveloppe ici, une enveloppe là? Est-ce que oui, comme tantôt, est-ce que ce serait possible d'avoir un autre référendum pour nous tenir au courant et aussi au courant que peut-être qu'on n'est pas tous d'accord avec de 7 à 8 millions? C'est bon. Ben, M. Laforêt, comme j'ai dit tantôt, excusez, comme j'ai dit tantôt, si le conseil décide qu'on s'en va à un règlement d'emprunt et qu'on tient un registre, que le monde vienne voter, après ça, le conseil va avoir une décision à prendre. On abandonne le projet ou on s'en va à un référendum. Okay. Si on verra rendu là. Oh. Y a-t-il des salles réservées à des organismes communautaires, desquels et pourquoi ceux-ci? M. Coucherin, oui, des salles, ça a tout été. La FADOC est là, à tous les mercredis. Ils vont être là. Et l'Ordre d'or, on les a situés au sous-sol de la bibliothèque. Ils vont avoir les AA, des autres organismes. C'est selon que
ce que les loisirs organisent, les malades, s'ils organisent des choses, c'est sûr certain qu'ils vont avoir des organismes. S'il y a des organismes qui veulent organiser des soupers, bien, dans des choses de films comme les malades faisaient, la salle va être là, on va la louer. Ça, c'est sûr et certain. Pour nos organismes, là, on ne passera pas à côté. C'est les seuls moyens qu'ils ont. On va regarder, d'après moi, le conseil va regarder les moyens qu'ils ont à payer aussi. On verra ça rendu là. Les organismes, c'est pas trop là. Parce que, vous savez, on a fait une petite salle pour les fermières. Cette petite salle-là, ça ne servira pas pour les fermières. S'il y a des réunions qui se font, que ce soit les malades, que ce soit leur dard, s'il y a des réunions qui se font, on pourrait le faire dans cette petite salle-là. Aussi, il faut dire, il faut que la santé le permette aussi. Hein. Parce que tant que la santé ne dira pas oui, OK, vous pouvez avoir plein de monde dans vos bureaux, dans vos salles, dans vos assemblées, bien, on va respecter les normes de la santé. Aussi, je vous ai invité en dernier, mais vous savez que le 1er février, c'est l'Assemblée du Conseil. À l'heure actuelle, on est tout le temps à huis clos. Donc, à ce moment-là, l'Assemblée va être diffuser le même système. Puis, comme je vous dis, on vous invite à poser vos questions par chat, parce que quand on y va quand vous parlez direct, on entend très mal. Puis souvent, on perd des mots, fait qu'on ne comprend pas complètement. Tandis que sur le chat, ça va très très bien. On peut lire la question, puis on vous demande de vous identifier. Fait que le 1er février, l'Assemblée va se tenir ici. Le même moyen qu'on a, c'est CTRB qui va faire la même chose qu'il a fait aujourd'hui. Fait que sur ça, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vous remercie pour vos questions, en espérant qu'on puisse sortir avec lorsque l'appel d'offres sortira, qu'on puisse avoir un prix qui va être abordable pour tout le monde. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Je voudrais remercier tous les conseillers qui sont ici présents, ainsi qu'à Mme Messier. J'apprécie beaucoup que le conseil soit ici réuni tout ensemble pour vous avoir présenté le projet de la salle communautaire. Je remercie les conseillers et la conseillère. Je vous remercie de votre présence.